avec le bombardement du Liban? Mais quel rapport avec le bombardement du Liban? Vous énervez, je vous parle de Gaza. Non, mais si, je m'énerve parce que quel rapport avec le bombardement du Liban? Ce que je crois, c'est que, en fait, derrière un acte de résistance, en tout cas prétendu tel, c'est dommage parce qu'il y a surtout un acte de grande lâcheté. Ce qui va se passer, c'est que Macron part. Et donc là, vous avez constitutionnellement une élection présidentielle anticipée. Il faut dire au Hamas qu'il arrête de mettre les civils devant en bouclier, qu'il arrête de mettre des civils dans les écoles, qu'il arrête de mettre les civils dans les hôpitaux. Là où, 50 000 morts, on ne peut plus plaider le dommage collatéral, sérieusement. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo actu, toute petite d'ailleurs, dans laquelle on va parler des résistants. En tout cas, ceux qui se désignent plus ou moins comme tels. Et pour commencer, je voulais vous montrer une séquence vidéo qui tourne en ce moment sur X et qui rend fou les identitaires d'extrême droite. On y voit Hakim Ben Othman, le fondateur de Nabab Kebab, faire une analyse où il révèle selon lui que plusieurs McDonald's en France vont passer au halal. Écoutez bien. Je pense que McDonald's va passer en halal à un moment donné en France. Sous combien de temps? J'en suis quasi certain. Je parle souvent avec des franchisés McDo. Ouais. C'est dingue, mais à chaque fois qu'un Quick ouvre à côté en mode halal, ça performe, ils leur prennent des parts de marché. Ouais. Ils ont des Quick qui ouvrent à côté, ils ont des Géladal qui ouvrent à côté, ils n'arrêtent pas de perdre des parts du marché. Et je pense qu'à un moment, ça va gronder chez McDo, venant des franchisés. On va commencer à dire attention, on nous prend des parts de marché, on commence à perdre du chiffre d'affaires. Et en fait, ils vont être obligés, avec la pression des franchisés, de passer en halal. Ouais, ils vont devoir s'adapter au marché du halal. Comme à Londres. En Angleterre, c'est ça. Hein. Ouais. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas pas mal d'identitaires utilisent ce passage pour nourrir leur délire sur le grand remplacement. Pourtant c'est assez logique que le but d'un business de fast-food à la base, c'est d'attirer un maximum de clients. Alors si ça s'avérait vrai, je parle au conditionnel, ce serait sans doute dans des zones qui sont déjà à forte concentration de population musulmane. Donc ça changerait pas grand-chose. Mais je pense que la réelle raison de tout ça, c'est que depuis plus d'1 an, les antisionistes, qui sont souvent composés de nombreux musulmans, boycottent déjà McDo. Peut-être que c'est la seule solution qu'ont trouvé certains franchisés pour survivre. Passons maintenant à Thomas Guénolé qui a piégé entre guillemets Cyril Hanouna en portant un kéfier dans la poche de sa veste pour protester contre le match France-Israël. Beaucoup considèrent que Thomas Guénolé a piégé l'équipe de TP un peu en direct. Si vous nous rejoignez, je vous explique. Hier soir, donc le chroniqueur était en plateau avec nous et il a oublié de nous dire que pour protester contre le match France-Israël, Thomas Guénolé avait caché un kéfier dans sa poche de veste. Et on l'a su qu'hier soir, après l'émission, qu'il a tweeté après l'émission, en soutien à la cause palestinienne à l'occasion du match de foot. J'ai porté ce soir sur le plateau de TPMP le kéfier palestinien en pochette de ma veste. Je vais vous dire, et s'il m'avait demandé, franchement, on aurait dit, écoute, fais ta vie, si tu veux le faire, voilà. Mais moi, j'aime pas le fait de ne pas m'avoir demandé. Voilà, et pour moi, c'est là que je considère que c'est un piège. En plus, on se parle, on a des... Vous avez vu, il me parle souvent, donc il manque pas une occasion de me parler. Donc il aurait pu me demander, Cyril, voilà, est-ce que tu penses que je peux faire ça ce soir? J'aurais dit, écoute, voilà, mais j'ai pas aimé le fait qu'il ne me demande pas. Voilà, ce soir c'est le match, écoute. Même après l'émission. Voilà, exactement. Même après l'émission, s'il m'avait dit, ah tiens Cyril, tiens, je te préviens, j'ai fait ça, j'aurais préféré avant, voilà, quand même, mais j'aurais aimé qu'il me prévienne. Je trouve que c'est ça qui me dérange en fait, avant toute chose. Nous ici, vous le savez, dans cette émission, on prône avant tout la paix et on ne veut pas importer le conflit du Proche-Orient ici, comme je pense la plupart des Français. C'est complètement fou de faire tout ça pour un kéfier caché dans une poche de veste. Ça illustre à quel point Hanouna est ultra sensible sur la question israélo-palestinienne. Il a clairement un parti pris, ce que tout le monde a pu constater cette année. Pour preuve, récemment encore, il a laissé Valérie Benaïm tenir des propos hallucinants sur les civils à Gaza. Et bizarrement, ça ne le gênait pas autant. 1200 morts civils israéliens, ça donne pas le droit de tuer 50 000 civils palestiniens. Il faut le dire au Hamas qui met... Ah d'accord, l'argument c'est le Hamas a commencé. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Il faut dire au Hamas qu'il arrête de mettre les civils devant en bouclier, qu'il arrête de mettre des civils dans les écoles, qu'il arrête de mettre les civils dans les hôpitaux. Là où, 50 000 morts, on ne peut plus plaider le dommage collatéral, sérieusement. Valérie Benaïm veut littéralement que les enfants de Gaza n'aillent plus à l'école et que les malades et les blessés n'aillent plus à l'hôpital, tout ça pour plaire à Israël. C'est une reprise quasi mot pour mot de la propagande du gouvernement israélien qui cherche à dépeupler la bande de Gaza. Et pour en revenir à l'histoire du kéfier, quelques minutes plus tard, on a Hanouna qui lit un message de Guénolé et il annonce la réintégration de celui-ci dans l'émission dès aujourd'hui.
En fait, il sait très bien que Guénolé lui apporte de l'audience, car d'un côté, il énerve les droitards qui adorent l'écouter pour le détester encore plus, et de l'autre, les gauchistes attendent que Hanouna ou un de ses chroniqueurs manque de respect à Thomas Guénolé pour eux aussi les détester encore plus. Il y a Thomas Guénolé qui m'a répondu concernant son tweet, etc. Bonsoir Cyril, j'ai attendu de voir l'émission pour t'écrire. Je suis choqué et très étonné que plusieurs chroniqueurs voient traîtrise et lâcheté là où il n'y en a pas. Je n'ai piégé personne. J'ai fait un geste symbolique de soutien. Je t'avais proposé de te prévenir de ce que je prépare avant les émissions. Ça, c'était avant, parce qu'il me disait que tu veux que je prépare ce que je te dis, ce que je vais dire dans l'émission. Vous savez que je ne veux jamais savoir ce que vous dites dans l'émission, parce que je ne veux pas savoir. Voilà. J'ai rien dit durant l'émission parce que la pochette me suffisait. Quant au tweet post-émission, j'en fais presque après chaque émission. Amitié, Thomas. Donc Thomas, il sera de retour lundi, puisqu'aujourd'hui, il a été écarté parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Il sera de retour lundi et on pourra en discuter avec lui. En tout cas, c'est bien qu'il m'ait écrit. Je préfère ça. Donc voilà, il faut vite qu'on passe à autre chose et puis c'est pas non plus un drame. Bon, beaucoup de blabla pour dire au final qu'il n'avait pas anticipé ça, car en général, Hanouna maîtrise tout dans ses démissions. Tout est scripté, tout est du bidon. Avant de passer en plateau, leurs interventions leur sont dictées, au mot près ou presque. C'est ce qui s'est passé dans cette émission, diffusée en 2021. Le sujet du jour, une parodie qui vise Arthur et qui a mis très en colère l'état-major de TF1 et son animateur vedette. Un membre de l'équipe fait passer des consignes du patron. Sur Arthur, Cyril veut qu'on dise ça. J'étais au tel avec lui, j'ai noté mot pour mot ce qu'il a dit. L'un des destinataires, c'est Bernard Montiel. Bernard doit dire « Cyril est très pote avec les potes d'Arthur, Gad Elmaleh, etc. » Ce que je veux dire aussi, c'est que vous partagez un peu les mêmes amis, c'est ça qui est curieux. Gad Elmaleh, Boudère... Rappelez que Cyril a commencé stagiaire chez Arthur et qu'il a fait 5 à 7 face à lui. Il faut quand même rappeler aux téléspectateurs que vous étiez au départ un de ses stagiaires. Oui, c'est vrai. Arthur, donc vous connaissez bien. C'est facile de reconnaître les rôles de chacun. On a le bof, le droitard, la bourgeoise, le gauchiste, la bimbo, etc. Mais de temps en temps, il y a des imprévus. Et c'est facile de reconnaître ces moments imprévus à la réaction d'Hanouna qui tente immédiatement de couper la parole. C'est le premier point. C'est-à-dire que moi, et je pense que je peux le dire, quand j'ai envie de dire un truc, tu m'as jamais dit demande-le-moi avant, mais c'est moi qui le fais. Oui. Ou je t'écris spontanément. Exactement. Et je te dis écoute, voilà, je voudrais dire ça. Pourquoi ? Parce que je suis invité ici et que je garde ma place d'invité. D'ailleurs, c'est tout en fait. Deuxième élément, ce que je crois, c'est que en fait, derrière un acte de résistance, en tout cas prétendu tel, c'est dommage parce qu'il y a surtout un acte de grande lâcheté. Oui. Et c'est ça qui pose problème. Parce que en fait, faire ça comme ça, c'est franchement pas très cool parce que ça dessert la cause qu'il entend effectivement promouvoir d'un côté. De l'autre, j'aimerais aussi passer un dernier appel sur un point. Il faut vraiment, à un moment donné, il y a un temps pour tout et il y a un lieu pour tout. Oui. Je vous raconte une anecdote rapide. J'ai quitté une paroisse qui est une de mes paroisses là. J'ai quitté il y a quelques semaines où je peux plus entendre maintenant que même dans les églises on fasse de la politique lors des sermons. Quand je vais le dimanche à la messe, c'est pas pour entendre un sermon sur la géopolitique d'un côté, sur pour qui il faut voter de l'autre. Je peux plus ça. Je peux plus. Exactement. Je peux plus. Divisio, il y a encore quelques semaines, sur son compte X, il défendait les chrétiens d'Orient contre la colonisation sioniste. Mais aujourd'hui, il nous dit qu'il ne veut pas parler de géopolitique pendant la messe. Mais si ce n'est pas dans les lieux de culte, les églises, les synagogues, les mosquées qu'on peut penser aux opprimés, à quoi servent les religions ? Divisio, qui pendant une certaine pandémie avait des opinions à contre-courant de la doxa du système, il pleurait parce que les médias le censuraient. Et aujourd'hui, il pleure pour un kéfier dans une poche. C'est incroyable. On voit bien où son courage s'arrête. Mais il n'est pas le seul à l'extrême droite, sa collègue aussi Myriam Palomba, très virulente sur les questions liées au Covid, devient beaucoup plus silencieuse quand il s'agit des bombardements à Gaza ou au Liban. Être pro-palestinien ou pro-israélien, je ne pense pas que ça va faire avancer les choses dans la mesure où ni l'un ni l'autre ne veulent la paix et surtout ne veulent pas deux États. Je crois que pour moi, il faut être pro-paix, ni l'un ni l'autre, parce que ni le Hamas ni Israël ne sont partants pour avoir deux États comme ça devrait être le cas et comme ça aurait dû être le cas depuis le départ, en fait. Oui, mais pardonnez-moi, aujourd'hui, vous avez, on est 7 milliards d'habitants, il y en a au moins, il y a 5 millions de smartphones en circulation. Tout le monde ici a un smartphone, et vous voyez le massacre arriver tous les jours sur votre téléphone. Donc, être pro ou pas pro, ça ne change rien au massacre. Si, parce que ça ne fait ça ne change rien. Si, bien sûr que
souci Non, parce que non, ça ne change rien. Netanyahou attend son messie, je vous le rappelle. Encourager soit l'islamophobie, soit l'antisémitisme. Mais c'est pas une question d'antisémitisme. Si, bien sûr que si. Alors que non, je suis pas du tout d'accord avec vous. Avec le bombardement du Liban. Mais quel rapport avec le bombardement du Liban? Vous énervez, je vous parle de Gaza. Non, mais si, je m'énerve parce que quel rapport avec le bombardement du Liban? Vous avez tous les jours des enfants, des femmes qui sont littéralement massacrées et vous êtes en train de les défendre gentiment, peace and love. Mais pas du tout, monsieur, vous n'entendez pas ce que je vous dis. Je suis en train de vous dire que monsieur Netanyahou, j'ai bien compris. À qui profite le crime? Pourquoi on ne veut pas deux États? Le crime profite à Netanyahou? Il y a quand même des morts du côté d'Israël aussi. Depuis 70 ans, il les massacre. Ça vous suffit pas, ça? Monsieur, je suis pas en train de vous dire que monsieur Netanyahou est quelqu'un de formidable et je vous l'ai reconnu que... Non, pas du tout. La question du Moyen-Orient depuis le 7 octobre a permis de révéler très distinctement qui était qui, que ce soit à gauche ou à droite. Et je voulais vous partager aussi cette séquence, alors je ne sais pas de quand ça date, mais je trouvais intéressant de vous montrer François Asselineau, qui est la figure du Frexit, c'est un souverainiste, une pointure, il faut le dire, en termes de connaissance des traités européens, un genre de dissident. Mais lors d'une conférence, lorsqu'on lui pose une question sur la franc-maçonnerie, qui, qu'on le veuille ou non, forme un lobby, un réseau qui peut influer sur la politique française, Asselineau fait comme s'il n'avait rien entendu. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a une question super importante? Bon, moi je voudrais poser la question, pourquoi on ne nomme pas nos ennemis, comme vous l'avez dit quand vous avez parlé de l'ennemi, il faut le nommer, c'était les États-Unis qui étaient les troubles faits. Pourquoi l'ennemi intérieur en France, il n'est pas nommé? Pourquoi les blocages sur la justice, sur les médias, etc., pourquoi ne sont-ils pas nommés alors que tout le monde le sait, mais on ne parle pas du politiquement incorrect de nommer ce qui doit être nommé? Est-ce que je dois le nommer? La franc-maçonnerie, qui est le mal interne qui corrompt toute la politique française. Voilà. Allez. Non mais il faut faire très très vite. J'ai une question pour monsieur Gilles Casanova. C'est troublant, non? Imaginons que la question n'ait rien à voir avec la conférence. Vu l'acclamation du public, ça aurait été intéressant d'au moins dire un mot sur le sujet. Mais non, on voit qu'il est très mal à l'aise sur le fait d'en parler. Et on termine avec Florian Philippot, ancien cadre du Rassemblement National, qui affirme que Macron aurait l'intention de démissionner. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, ça viendrait confirmer la théorie selon laquelle Macron pourrait utiliser cette stratégie pour revenir en sauveur en 2027, si la Constitution lui permet. Maximum. Alors, Macron, il démissionne quand, me demande Valou. Écoutez, moi j'ai des infos, il faut que je vous dise les choses parce que, vous savez, on a des oreilles un peu partout, et j'ai des oreilles dans des états-majors de partis politiques, y compris représentés au Parlement. J'ai appris ça il y a 2 jours, de sources absolument sûres. Parce que vous savez que sur cette chaîne, quand je suis pas sûr d'une source, j'en parle pas. Je vous donne d'ailleurs, dans chaque vidéo, je vous cite l'article de presse, le jour, le journal, la source. Voilà. Donc là, je ne peux pas vous dire le nom des personnes qui m'ont dit ça, mais c'est plusieurs personnes de différents partis politiques. Et c'est sûr, à 100%. Les états-majors des partis politiques représentés actuellement au Parlement se préparent beaucoup plus à une nouvelle élection présidentielle anticipée suite à une démission de Macron qu'à une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est contre-intuitif. Mais je vous ai toujours dit, il faut penser qu'on est dans une circonstance exceptionnelle, c'est que Macron n'a plus de solution de rechange. Ce qui va se passer, c'est que Macron part. Et donc là, vous avez constitutionnellement une élection présidentielle anticipée. Ce qui est certain, c'est que quand on voit les agriculteurs qui ont l'air plus déterminés que jamais à bloquer le pays, la mobilisation pro-palestinienne, la mobilisation aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie, le budget 2025 non voté, qui pourrait conduire à une motion de censure du gouvernement, etc., la démission de Macron mettrait son successeur dans la pire des positions. Et il pourrait revenir en 2027 si la Constitution le lui permet. Un peu comme un sauveur. Enfin, c'est quand même très difficile à croire quand même. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dans le respect. Évitez les insultes, ça sert à rien. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu.
En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.